Aude de Queyros, bonjour. Bonjour. Vous êtes graveur et essayiste et vous avez écrit de nombreux articles et livres sur l'art contemporain. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons nous intéresser au rachat de la maison d'enchères Sotheby's par Drahi. Alors première question, pourquoi est-ce que Sotheby's vend ? Oui, on peut se poser la question parce que Sotheby's, c'est la deuxième grande maison au monde. Avec Christie's, elles ont littéralement, financiarisé l'art, mondialisé l'art. Ils ont converti New York en capitale de l'art mondial, une toute puissance absolue, si on peut dire, ou presque absolue, parce qu'il y a parfois des failles. Et pourquoi quelque chose d'aussi bien placé, d'aussi haut placé, peut vouloir vendre. N'oubliez pas qu'entre l'an 2000 et 2019, le nombre d'objets a doublé dans ces salles. Donc c'est un marché qui couvre la planète entière. Et que pour les artistes vivants, on est passé de la dizaine de millions aux 100 millions cette année. Donc vous voyez, enfin 100 millions, presque 100 millions cette année pour des artistes vivants. En sachant que ces deux maisons aux enchères, en 2000, sont passées au premier marché et que c'est elles qui font les tendances. C'est-à-dire que Sotheby's et Christie's décident aujourd'hui ce qui est de l'art et ce qui ne l'est pas, ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas. Donc vous voyez déjà ce pouvoir qui est un pouvoir non seulement financier, mais aussi culturel, politique. Enfin bref, l'étendue des choses est immense. Pourquoi Sotheby's vend? Alors là, on peut se poser beaucoup de questions, mais il y en a une qui est assez évidente. Il y a une réponse qui est assez évidente. C'est le seul marché financier non régulé. C'est-à-dire que tout peut exister et on ne saura pas grand-chose et je ne pourrai vous répondre que par des hypothèses. Et si vous voulez, ça veut dire aussi que c'est un marché où le visible, c'est la cote, et l'invisible, c'est tout ce qui se passe derrière la cote, c'est-à-dire le marché de gré à gré. Et puis il faut savoir que c'est un endroit extrêmement chic pour métamorphoser l'argent qui n'aurait pas, bon, voilà. Donc vous voyez, c'est indispensable à l'économie globale. Elle ne peut pas s'en passer. Il y a tout un argent qui ne devrait jamais exister, qui ne devrait jamais paraître, et qui trouve comme ça des petits chemins qui sont très chics, très chics. Alors, tout ça donne encore beaucoup de puissance. Et malgré tout, l'action de Sotheby's au premier trimestre 2018 a chuté de moins 10. Donc, ça ne va pas si bien que ça. Et cette énorme puissance a des faiblesses. Alors de quel ordre? Alors il y a une explication évidemment, c'est qu'il y a une énorme concurrence, non seulement entre les maisons de vente et surtout entre Christie's et Sotheby's, qui sont à la fois amis, qui collaborent, qui coopèrent, mais aussi extrêmement ennemis. Christie's est à 3,9 milliards. Christie's est à 4,9 milliards, Sotheby's est à 3,9 milliards. Sotheby's, Christie's, c'est Londres et Sotheby's, c'est New York. Et New York, c'est le gisement de millionnaires le plus immense au monde. Et puis, il y a là de vieux millionnaires très avertis sur les techniques pour faire, tourner les œuvres à toute vitesse pour qu'elles augmentent de valeur, c'est-à-dire de spéculer d'une façon rationnelle et organisée. Donc, vous voyez, c'est des procédés très dangereux malgré tout et très risqués. C'est une aventure permanente. Chaque année, on ne sait pas si on tiendra l'année prochaine. Il y a eu une vente qui a été peut-être un peu problématique. C'est une vente qui a fait un bruit énorme puisqu'elle a battu tous les records. 157 millions pour le nu couché du côté gauche de Modigliani. Alors, en plus, il semblerait que ce soit Sotheby's qui ait prêté l'argent à l'acheteur pour acheter l'œuvre. Donc vous voyez, Sotheby's, ce n'est pas seulement une maison de vente, c'est une banque, c'est une société de gestion, c'est aussi une société qui fait du marketing, de la communication, qui organise des spectacles. Vous voyez la complexité extraordinaire de ce genre d'activité.
Alors, imaginez quand même que cette œuvre vendue 150 millions de Modigliani, qui avait été vendue 26 millions, 8 en 2000 par Christie's et qui est rachetée 15 ans après 150 millions. Ça fait 30 millions de plus-value. Bon, voilà, c'est à quoi on s'amuse dans une salle des ventes, et en tous les cas dans ces deux-là qui sont des salles des ventes qui ont inventé quelque chose. Ils ont inventé la machine à faire de la monnaie, hein, la planche à billets, si on peut dire, puisque c'est la même œuvre. Et 15 ans après, elles vont 30 millions de plus. On a créé 30 millions de monnaies. Donc vous voyez à peu près à quoi ça peut servir. Voilà, et malgré tout, en faisant cette vente prestigieuse qui a fait du bruit, qui a fait le tour du monde, probablement Sotheby's a perdu de l'argent parce qu'elle a, pour avoir cette œuvre, garanti trop haut le prix de vente, et donc c'est elle qui paye. Donc ça, elle le fait souvent parce qu'il faut trouver les meilleures œuvres et qu'il y en a de moins en moins dans le domaine de l'art moderne. Alors l'art contemporain, c'est autre chose. L'œuvre n'a pas de valeur en soi, donc la valeur se construit différemment. Ça se construit en réseau, c'est une autre méthode. Voilà, donc ces deux choses-là sont, tout le monde le dit, même Sotheby l'avoue, ça c'est les choses publiques qu'on sait. Il y a une raison qu'on n'a pas donnée, c'est que Sotheby's a acheté, en 2016 je crois, May Mother Art, qui est un logiciel qui permet d'analyser les ventes et les reventes, etc., en ayant un projet. C'est de rassurer beaucoup, c'est des gens pour qui il gère les achats et les ventes. Et vous allez savoir pourquoi. Il y avait une niche fiscale aux États-Unis, connue véritablement de peu de gens, mais qui en profitaient beaucoup. C'est la niche 10031, qui est un article du Code fiscal fédéral, qui faisait que dans le domaine de l'immobilier et de l'œuvre d'art, eh bien, il y a une possibilité de ne pas payer de taxe, la taxe de 28% quand il y a une plus-value après une vente, si on revend cette œuvre 180 jours avant 180 jours. Si bien que vous pouvez acheter, vendre, acheter, vendre, acheter et vendre, sans payer la taxe de 28%, en faisant des plus-values, à n'en plus finir comme ça pendant des années et des années, et vous avez là une machine à sous fabuleuse. Et cette niche 10031, eh bien, elle a été supprimée en 2017 par Donald Trump. Alors, pourquoi il l'a conservée pour l'immobilier et il ne l'a pas conservée pour l'art? Simplement, tout ça s'est passé dans le grand silence, mais imaginez que c'était un gisement formidable pour véritablement, je dirais, les familles new-yorkaises les plus riches et qui pratiquent ça depuis 1929, c'est-à-dire l'existence de cette niche fiscale. Et je pense que cette disparition de ce gisement d'affaires a dû être extrêmement dure pour Sotheby's, parce que Sotheby's est spécialisé dans les fortunes de New York. Je pense que c'est ça qui a dû déséquilibrer fortement, parce que, vous voyez, moins 10% en début 2018, c'est la conséquence immédiate de la disparition de la niche fiscale 10031. Je pense que c'est là la raison. Alors pourquoi Drahi? Oui, pourquoi est-ce que Drahi, du coup, achète Sotheby's? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il la donne lui-même, semble-t-il. La première, c'est qu'il a envie d'habiter New York. En fait, il a fait le chemin à l'envers. Il est parti du Maroc, il est venu en France, il est allé en Israël. Enfin, disons qu'il a pris les nationalités de ces pays, tour à tour, et maintenant, ce qu'il veut, c'est la nationalité américaine. Et il a fait le chemin à l'envers, si on peut dire. Alors, son ambition, c'est donc ça, à mon avis, première chose. Mais la deuxième ambition, évidemment, c'est que rendre service aux riches pour entrer dans la société des hyper riches, c'est très difficile. Dans quel domaine pouvez-vous rendre un service à quelqu'un de fabuleusement riche? Eh bien, tout simplement, Sotheby's le permet. Vous êtes dans les petits secrets et vous êtes dans tout ce monde invisible où les œuvres changent de main
et où il y a des plus-values, etc. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Alors, je pense que Drahi se sent à la mesure de ça. Ce n'est pas un enfant de cœur, il doit connaître bien ce monde, sauf qu'il est habitué à une vie un peu pépère avec la téléphonie. Donc il va un peu s'inquiéter à chaque moment. Mais il a, je dirais, deux avantages. C'est aussi un homme de médias, puisqu'il a plusieurs groupes médiatiques. Et, si vous voulez, le deuxième cercle qui permet l'augmentation des cotes, c'est le cercle médiatique. Donc, vous avez ce cercle médiatique, même s'il est pas très important par rapport à New York, mais quand même, ça compte. Et ensuite, vous êtes un homme international, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, évidemment, après, c'est l'acrobatie, parce que sa fortune est estimée, c'est une estimation, 9 milliards de dollars. Il achète 3 milliards de dollars, 7 Sotheby's, qui, elle, fait 3,9 milliards de chiffre d'affaires chaque année. Ça ne veut pas dire que c'est le bénéfice. Et il fait un colossal emprunt de 3,3 milliards. Alors, disons que l'emprunt est presque la totalité de l'achat. Donc, il dit qu'il a vendu quelques actions de sa société de téléphonie pour y arriver, de Altice, mais quand même, c'est une aventure assez risquée, et tout le monde attend la suite du roman, parce que c'est du domaine du romanesque, je pense. Voilà. Alors aussi, tout le monde peut se dire ce système a véritablement barbarisé, est une barbarie financière qui est une machine à tuer la civilisation, hein, parce que si une œuvre n'est que sa cote, et ce n'est plus de l'art, c'est de la monnaie. Bon, c'est triste un peu pour l'art, tout simplement. Il s'agit de toute autre chose. Alors, évidemment, peut-être que Sotheby's se dit « ça ne va pas durer longtemps, et là, nous sommes à un sommet, pourquoi pas vendre tout de suite ?» L'avenir nous le dira. Vous n'avez pas parlé de François Pinault, qui avait racheté Christie's, juste en 2 mots. Vous faites le parallèle ou pas du tout? Oui, parce que Pinault a employé exactement cette voie pour rentrer dans des milieux très fortunés d'Amérique qui l'avaient tenu à l'écart. Et c'est par cette porte, quand on lui a fermé la porte, il est entré par la fenêtre. Et tout le monde le sait. Et je pense que Drahi s'est dit bon, la porte elle est là, j'y vais, je rentre. Et c'est ce qu'il a fait. Très bien. Merci beaucoup, Aude de Queiroz, pour cette analyse. Merci.